Pierre Hillard, bonjour, et merci d'avoir répondu à cette nouvelle invitation de We Are Change Paris. Alors, on va vous présenter rapidement. Pierre, vous êtes professeur en relations internationales dans une grande école de commerce. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Minorité et régionalisme, la décomposition des nations européennes, la marche mésicide du nouvel ordre mondial. Et vous récidivez aujourd'hui avec un nouvel ouvrage consacré à la Fondation Bertelsmann, dont le titre est La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. Alors, Pierre, comment en êtes-vous venu à vous intéresser de près à cette fondation et qu'est-ce qui vous a motivé surtout au point d'y consacrer un livre tout entier? Alors, à l'origine, je me suis intéressé à la Fondation Bertelsmann parce que lorsque je me suis intéressé à tout ce qui a trait à la construction européenne, au partenariat transatlantique, élaboré par Bertelsmann, et des rapports de qualité puisqu'ils irriguent la politique allemande, la politique européenne, et à force de tomber sur ces documents, sur ces rapports, je me suis dit, mais si je m'intéressais à la source, à la racine, Bertelsmann, c'est qui, c'est quoi? Et je me suis rendu compte qu'à ma connaissance, il n'y a aucun ouvrage en langue française sur Bertelsmann qui est à la fois une entreprise et une fondation. Et vu que je m'intéresse toujours à ce qui n'a pas été fait, finalement faire un ouvrage sur Bertelsmann, des centaines de livres en langue française ne m'intéresserait pas, mais vu qu'il n'y a aucun ouvrage sur Bertelsmann, je me suis dit, mais il faut que je m'y plonge, que je comprenne l'organisation, etc. et les hommes à l'origine de tout ce travail. Et donc, je me suis lancé dans les recherches sur l'entreprise et la fondation Bertelsmann. Donc il faut établir une distinction. D'abord, l'entreprise Bertelsmann. Alors, je suis obligé de faire un peu d'histoire, mais il faut toujours connaître le passé pour ensuite voir et comprendre l'évolution. L'entreprise Bertelsmann doit son existence à un entrepreneur qui s'appelait Karl Bertelsmann, et une entreprise, et une petite entreprise vraiment d'imprimerie qui a commencé très modestement. C'était un homme compétent, dur au travail, c'était un protestant, c'est important parce que, vous allez voir, Bertelsmann est lié au monde du protestantisme, et il s'est engagé dans la production d'ouvrages littéraires et surtout religieux. Et cette petite entreprise, elle a commencé à prendre du poids, et le fils de Karl Bertelsmann, Heinrich Bertelsmann, a pris donc la suite de son père, et il a étoffé, il a musclé l'entreprise donc du père fondateur. C'était donc une success story familiale. Germanique, effectivement. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Allemagne de Bismarck, l'Allemagne donc unifiée à partir de 1870, c'est une Allemagne qui prend du poids économique, et l'entreprise Bertelsmann au fond, épouse l'évolution économique du pays, qui est en pleine expansion, et à la fin du 19e, début 20e siècle, l'entreprise Bertelsmann commence à peser lourd dans le domaine de l'imprimerie et dans la production d'œuvres littéraires, mais je vous dis surtout religieuses. Et puis, Heinrich Bertelsmann va avoir donc plusieurs enfants, mais tous ces enfants mourront, sauf une fille, qui s'appelait Friederike Bertelsmann. Et Friederike Bertelsmann va épouser un pasteur qui s'appelait Johannes Mohn, et c'est donc Johannes Mohn qui va prendre la suite de son beau-père. Et il va gérer avec habileté l'entreprise Bertelsmann, et le fils de Johannes Mohn et fils de Friederike Bertelsmann, Heinrich Bertelsmann, va prendre la suite au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale est déjà une césure, puisque c'est une guerre industrielle, une guerre qui a fait des millions de morts, et Heinrich Mohn s'était donc déjà, inspiré de l'organisation industrielle de la guerre, grâce entre autres au grand organisateur de la Première Guerre mondiale, de l'industrie militaire allemande, qui s'appelait Walter Rathenau, et qui va être assassiné en 1922 suite à l'accord de Rapallo entre l'Allemagne et la Russie, qui a déplu à certaines personnes. Je rappelle l'importance de ce traité de Rapallo,
qui a permis des accords entre la Russie d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, mais aussi des accords militaires, mais ça on l'a su qu'après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'Allemagne de Rapallo a pu s'entraider en Russie, à l'insu des Anglais, des Français et des Américains, pour l'armée de l'air, pour les Panzers, etc. Donc vraiment, pas de secret, Hitler n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait s'il n'y avait pas eu l'accord de Rapallo. Il a été donc assassiné en 1922 par officiellement des officiers d'extrême droite, mais vous savez, dans ces assassinats, c'est toujours des idiots utiles qui sont utilisés pour donner un message aussi pour ceux qui oseraient suivre un autre chemin. Bref, Heinrich Mohn, dans l'entre-deux-guerres, développe l'entreprise Bertelsmann et Heinrich Mohn, comme tous les industriels allemands de son époque, va pactiser avec le nazisme. Et les imprimeries, l'entreprise Bertelsmann va devenir vraiment le soutien complet, total au nazisme, et il n'y a pas de secret, l'essentiel des grandes imprimeries au temps du nazisme était dirigé par Bertelsmann. Bertelsmann, au plus haut niveau de sa production dans les années 40, produisait plus de 19 millions de revues et d'ouvrages en tout genre, et beaucoup d'ouvrages militaires sous la coupe et avec le soutien du régime nazi. C'est un fait tout aussi méconnu finalement que les industries Opel aux mains de l'Amérique produisant des chars allemands ou des avions ou des autres choses. Vous seriez peut-être un peu mauvaise langue, ça ne m'étonnerait pas. Bref, continuons. C'est un parallèle. C'est un parallèle qui n'est pas inintéressant. Mais bon, Bertelsmann a donc pactisé avec le régime nazi, mais comme toutes les entreprises allemandes de l'époque. Et donc nous arrivons fin 1944, et là, l'entreprise Bertelsmann a subi énormément de bombardements, comme toutes les villes allemandes, et à un tel point que les bâtiments où se trouvaient donc les imprimeries, les bâtiments vont être détruits par les bombardements anglais. Je rappelle que l'entreprise Bertelsmann a son siège au nord-ouest de l'Allemagne, dans la région de Gütersloh. Alors, on est finalement en 1944 dans une Europe totalement exsangue, ravagée par des années de conflit. Qu'est-ce qui va relancer ce projet? Alors, qu'est-ce qui va... Je vais dire un coup de chance. Je vous ai dit qu'il y a eu donc un bombardement anglais qui a détruit les bâtiments où se trouvaient les grandes imprimeries, les grandes machines de Bertelsmann. Mais au miracle, les bâtiments, certes, ont été détruits, mais l'essentiel, la machinerie, à coup de peau, est sorti intact des bombardements. Donc, dès 1945-1946, l'entreprise a pu repartir, mais repartir sous l'égide, et avec l'accord évidemment, anglo-américaine. Le Heinrich Mohn, qui avait pactisé avec les nazis, il a dû arrêter tout de suite parce que son avenir, on n'en parlait plus, et c'est son fils, Reinhard Mohn, qui a pris la suite et qui a véritablement relancé l'entreprise Bertelsmann, et qui l'a relancé vraiment avec beaucoup de succès, puisque c'est un empire des médias qui, sous sa poigne de fer, a réussi vraiment à s'imposer en Allemagne, en Europe et ensuite dans le monde. Et Reinhard Mohn, qui à l'heure où je parle est toujours vivant, âgé, il est né en 1921, donc nous sommes le 28 mai 2009, c'est un homme qui est donc 88 ans, qui est toujours à la tête, mais en tant que président d'honneur. Reinhard Mohn va véritablement relancer l'entreprise qui va d'abord s'implanter en Allemagne, déjà ça, et qui va finalement s'articuler, cette entreprise Bertelsmann, dans 6 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur des médias, qu'on appelle RTL Group. Alors, RTL Group, c'est un empire de télévision et de radio. Et là, Bertelsmann couvre des secteurs télévisuels et radiophoniques au niveau européen, que ce soit en Allemagne évidemment, mais en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, etc. Mais pour vous citer quelques petits exemples, vous avez donc pour l'Allemagne la télévision RTL, qui est donc sous la coupe de Bertelsmann. Mais dans le cas français, vous avez la chaîne de télévision M6. Quand les Français mettent leur poste en marche et regardent M6, il faut qu'ils sachent que le M6 est dirigé par Bertelsmann. Vous avez la radio. Et là aussi, Bertelsmann dirige de nombreuses radios européennes. RTL aussi, la radio RTL, qui est bien connue. Des gros médias. Les gros médias. Mais pour les jeunes gens qui écouteront mon exposé, vous avez une radio jeune
qui est suivi et dirigé par Bertelsmann, c'est Fun Radio. Donc vraiment des très gros médias. Voilà, Fun Radio, le grand patron de Fun Radio, c'est Bertelsmann. Voilà, donc je ne fais que citer quelques radios et télévisions occidentales, mais vous avez la même chose en Hongrie, pareil en Pologne, etc. Donc c'est vraiment un empire des médias qui couvre des secteurs très larges. Le deuxième secteur dirigé par Bertelsmann, c'est Random House. Random House, c'est la plus grande maison d'édition américaine qui, depuis 1998, a comme patron Bertelsmann. Alors, il faut quand même évoquer ce point-là. D'abord, première maison d'édition en langue anglaise, mais pour vous montrer les liens, et je vais surtout l'évoquer tout à l'heure, mais déjà je peux l'évoquer dans le cadre de l'entreprise, les liens entre l'entreprise Bertelsmann et le monde anglo-saxon. Bertelsmann donc est à la tête de Random House, et Barack Obama a écrit un livre qui s'intitule « L'audace de l'espoir ». Et ce livre-là est édité par Random House, en fait par Bertelsmann. Donc vous voyez donc les incohérences, les liens. Bon, mais vous allez voir, les liens euro-atlantiques et les liens germano-américains sont encore plus denses. Donc, deuxième secteur, Random House, le secteur maison d'édition. Troisième secteur, c'est le secteur qui s'appelle Gruner+Jahr. Gruner+Jahr, c'est un empire, une branche de Bertelsmann qui s'occupe de tout ce qui est revues, journaux. Alors, je ne vais pas même les citer, puisqu'en fait, Gruner+Jahr s'occupe de journaux en Europe, mais aussi partout dans le monde, ça concerne la Chine en particulier. Mais dans le cas simplement européen, il faut savoir que par exemple, la revue allemande Stern est dirigée par Bertelsmann. Même le Spiegel est dirigé en partie par Bertelsmann, puisque 25% à peu près des capitaux du Spiegel sont sous la direction des participations de Bertelsmann, sont pour le cas de Spiegel, sous la coupe de cette entreprise. Mais vous avez aussi, ne serait-ce que dans le cas français, des journaux et des revues archi connus qui sont dirigés par cette entreprise. La revue Géo est dirigée par Bertelsmann. Des revues très courantes qu'on trouve souvent dans les salons de coiffure, comme Gala, Femme Actuelle, c'est Bertelsmann. La revue VSD, Bertelsmann. Donc vraiment, ça couvre des secteurs de la grande presse. Et donc, on est tous concernés, soit, comme je le disais tout à l'heure, par la radio et la télévision, soit par les journaux, par les revues, par Bertelsmann. Dans le cas allemand, vous avez la revue, qui est plus une revue, c'est un journal, le journal Financial Times Deutschland, donc lié au Financial Times anglo-saxon, Financial Times Deutschland, qui est dirigé par Bertelsmann. Le quatrième secteur de Bertelsmann, c'est BMG. BMG pour Bertelsmann Music Group. Alors là, c'est un secteur qui était, là je parle au passé, un grand secteur musical de Bertelsmann qui s'occupait de tout ce qui est promotion de chanteurs, mais aussi direction de maisons de disques. Et là, en deux étapes, en 2006 et en 2008, Bertelsmann s'est débarrassé de ce secteur musical à Vivendi et un groupe japonais, Sony en particulier. Bon. Et finalement, Bertelsmann ne dirige plus que, enfin ne contrôle plus qu'un, entre guillemets, un petit secteur musical qui concerne les droits d'auteur musicaux, enfin les droits d'auteur dans le domaine musical. Ça s'arrête là. Donc en gros, ce secteur important musical, Bertelsmann s'en est débarrassé. Bon. Le cinquième secteur, c'est le secteur de l'imprimerie avec Arvato, et le sixième secteur, c'est ce qu'on appelle Direct Group, qui s'occupe de l'e-commerce, le commerce électronique. Voilà les six grands secteurs. Il faut savoir que Bertelsmann, dans cette affaire, c'est un véritable empire des médias qui a un chiffre d'affaires qui tourne autour des 19 milliards d'euros. Donc un secteur absolument majeur et incontournable. Et fort de cet appui, de cet aspect financier, de ces secteurs médiatiques, ô combien capital, l'information pèse très lourd, c'est même une vérité d'Appalie ce que je dis, mais l'information par la radio, la télévision façonne les esprits, et évidemment, en fonction de l'information, les esprits sont plus ou moins formatés. Il s'est créé parallèlement à l'entreprise, il s'est créé une fondation, Stiftung en allemand, qui a vu le jour en 1977, sous l'égide du président Bertelsmann, Reinhard Mohn. Alors nous sommes dans les années 70. À ce moment-là, quelle est l'image de cette fondation?
quelles sont ses sources de financement, quels sont ses buts, quel est le visage qu'elle présente à ce moment-là? Alors, Fondation Bertelsmann donc, voit le jour en 1977, et son grand patron, Reinhard Mohn, qui s'entend évidemment très bien avec le monde politique, vu le poids médiatique de Bertelsmann, Reinhard Mohn va donc décider de mettre en place cette fondation qui est nourrie littéralement par l'entreprise. Je disais tout à l'heure que le chiffre d'affaires de l'entreprise Bertelsmann tourne autour des 19 milliards d'euros. Ça pèse très lourd et donc on trouve de l'argent pour financer. Alors, il faut savoir que